Bonjour et bienvenue au Coin du Feu pour ce nouvel épisode des Annales d'Opale. Moi c'est Cook et aujourd'hui je suis avec une invitée exceptionnelle puisque je suis avec Justine Niogré. C'est moi. Donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir que je t'adule du coup, donc forcément je suis heureux de t'avoir de l'autre côté du micro et qu'on puisse discuter, voilà, de parler un peu de ton œuvre. Donc je me suis aperçu qu'il m'en manquait quelques-uns d'ouvrages que tu avais écrits et en plus j'ai lu les synopsis qui avaient l'air très alléchants, donc je suis pressé d'aller lire ça. Et donc on va se concentrer sur ce que j'ai lu, je suis désolé, mais je pense qu'on va rester de toute façon un peu dans notre ligne éditoriale, même si on essaie de l'élargir un petit peu. Donc je ne te représente pas, on en a discuté il y a quelques secondes puisque je t'ai assez présenté. Mais est-ce que tu as quand même quelques mots à dire avant qu'on commence ? Déjà je suis très contente d'être ici, merci beaucoup, c'est très gentil. Et sinon, si vous entendez des bruits bizarres, c'est moi qui fume pendant que je parle, voilà. Le son de la vapote. Exactement. Ça amène une ambiance en général assez posée, donc c'est très bien. Parfait. Donc on va commencer. Alors j'avais ma liste de questions. Est-ce que je vais retrouver ma liste de questions ? J'ai retrouvé ma liste de questions. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que je suis un écrivain amateur. Je n'ai rien publié, je n'ai rien proposé encore à des maisons d'édition, etc. Mais forcément la technique de l'écriture m'intéresse, et d'autant plus ta technique d'écriture, puisque j'ai dit plusieurs fois, mais tes ouvrages me parlent assez directement. Et pour le coup, je pense que ça va pas du tout avoir le même style d'écriture que la tienne. Donc forcément, t'as dû travailler des choses que j'ai pas travaillé, etc. Mais donc, je me pose des questions à ce niveau-là. Tu vas peut-être pouvoir me répondre. J'espère. Ma première question est assez formelle parce qu'on la pose, je pense, assez souvent aux écrivains et t'as dû y répondre plusieurs fois. C'est comment est-ce que tu viens à écrire une histoire ? Et comment tu t'organises pour l'écrire ? J'ai déjà quelques indices que tu m'as donnés. Mais en gros, l'idée, c'est la genèse d'un ouvrage, d'où elle te vient, et à quel moment tu te dis, c'est maintenant qu'il faut que je l'écrive, et comment tu t'y prends ? Alors, moi, ce que j'apprécie beaucoup, si tu veux, je suis pas, je partage pas la vie, je le juge pas, hein, mais je partage pas la vie sur l'écrivain est une espèce de demi-dieu doué d'un don demi-divin lui aussi. Je pense que c'est effectivement du travail, et ça fait, pour moi, c'est une sorte d'artisanat qui se développe avec le temps, avec les techniques, avec les essais qu'on réussit ou qu'on transforme. C'est Stephen King qui en parle très très bien dans son bouquin sur l'écriture. C'est vraiment une grosse boîte à outils. Après, je sais que c'est un petit peu triste parce qu'on imagine toujours l'écrivain un petit peu en train de pleurer avec la tuberculose derrière sa fenêtre en écrivant avec son sang, alors qu'en fait on vit en pyjama et on boit du café dégueulasse et on est très heureux comme ça. Mais en fait, mes premiers livres, je les ai vraiment écrits à la sauvage, quoi. C'est-à-dire, je mettais pas forcément des mots sur ce que je faisais, sur les techniques, ça me venait vraiment comme ça, mais j'ai toujours écrit. Je sais que je le mets toujours dans mon CV, mais mon premier texte publié, je l'ai écrit à 5 ans, et il a été publié dans Astrapi, donc c'est quand même pas rien, pardon, mais... Et voilà, ça a toujours été une façon d'exprimer des choses que je voulais exprimer. De les rendre aussi matérielles, parce que enfin voilà, une idée, on peut l'oublier quand on veut, ça peut se transformer, mais une fois que c'est posé sur le papier, il y a quand même une prise, il y a une maîtrise du truc. Donc mes premiers bouquins, je les ai vraiment écrits à la one again, quoi, comme ça me venait, et c'est au fur et à mesure que j'ai essayé de comprendre, pas forcément de changer, mais de progresser sur les outils. C'est-à-dire que c'est très bien, peut-être que je plantais les clous avec la scie, mais il y a peut-être un peu plus pratique, quoi. Plus efficace. Donc, voilà, plus efficace. Et je pense que c'est important. Alors, il y a plusieurs écoles de pensée, mais je pense vraiment que quand on publie un livre, on est là pour faire passer un bon moment au lecteur ou à la lectrice. Et c'est là-dessus qu'on peut essayer de se rendre plus accessible, compréhensible, simple, et plus mettre les choses en forme. Voilà. Et justement, à quel moment tu t'es dit, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes, mais tu t'es dit, là, il faut que je travaille plutôt cette partie-là de mon écriture, ou tu t'es dit, c'est maintenant, il faut que je sais que je peux écrire, je sais que j'en suis capable, mais j'ai besoin comme t'en parlais, d'un meilleur outil. À quel moment tu t'es dit ça ? T'avais déjà publié, ou c'est plutôt quand t'en as parlé,
Alors, chien duo, mordre le bouclier et gueule de truie, je suis vraiment partie sans aucune idée, c'est-à-dire vraiment j'ouvre un document et j'écris. Et en fait, c'est épuisant parce que tu sais pas où vont les personnages, tu sais pas ce que les personnages vont rencontrer dans le monde. Et du coup, ça demande une énergie qui est vraiment dingue. Si t'arrêtes de penser à ton bouquin pendant 3 jours, il faut que tu reprennes de zéro parce que t'es plus dans l'ambiance qui te pousse. Et puis il y a aussi un moment, je me suis dit mais c'est très bien Justine, car je me parle à moi-même comme cela. Non, c'est pas vrai. Mais est-ce que tu pourrais par exemple essayer de mettre un scénario dans tes livres juste pour essayer qu'il se passe quelque chose, voilà. L'immobilisme japonais, ça va bien 5 minutes. Et j'ai essayé de travailler les scénars. D'accord. C'est intéressant parce que quand je parle de toi, est-ce que j'essaye de prêcher la bonne parole. je parle souvent, je sais que tu as fait référence à ce film qui est Valhalla Rising. Oui. Et c'est vrai qu'on retrouve forcément, si ça t'a influencé, on le retrouve un peu. Là, tu parles la contemplation japonaise, voilà, j'allais chercher un mot qui n'existe pas. Et c'est vrai que là, maintenant que t'en as parlé, c'est vrai qu'il y a ce truc aussi qui est quand même dans tes romans, qui a cet aspect contemplatif, effectivement. Et qui va qui va être un peu paradoxal avec l'aspect beaucoup plus, on va dire, violent, mais c'est pas exactement le terme, intense, on va dire, plutôt. Ouais. Et ça, justement, est-ce que ça vient d'influences extérieures ? Je suppose que oui, du coup. Mais quand tu te mets à écrire, est-ce que tu as des inspirations claires ? Je sais que je vais écrire un peu sur telle histoire à tel moment, je sais pas, le Moyen-Âge justement, comme ça t'est arrivé plusieurs fois. Donc je vais prendre ça comme référence. Ou est-ce que tu vas prendre des références qui n'ont aucun rapport ? Ou est-ce que tu t'aperçois après que tu as suivi une inspiration quand t'as terminé, par exemple ? Voilà, comment est-ce que l'idée d'une histoire et d'une ambiance, elle te vient ? Alors, il y a plusieurs questions. C'est que comment dire, pour les influences en général, quand je veux partir sur un univers précis, là par exemple, je travaille sur un livre sur le pirate et les pirates et le vaudou. Je me coupe de tout récit extérieur parce que je sais que soit on aime beaucoup un truc et on va s'en inspirer, soit on n'aime pas du tout un truc et on va réagir contre. Donc quand je travaille sur un thème, je coupe toutes les arrivées. Par contre, je fais toujours des recherches histo les plus précises possibles sur le sujet. Je suis désolée, c'est mon ordinateur qui fait bip. Et après, pour les influences, non. Valhalla Rising, je l'ai vu, j'avais déjà publié mes 2 premiers livres. Et ça a vraiment été, enfin voilà, je me suis vraiment projetée dans le film. Je me suis dit, c'est le film que j'aurais aimé écrire, parce qu'il y a plein de codes qui me correspondent, enfin des codes. Ouais, il y a plein d'identités créatives où je me reconnais. Et du coup, je comprends, mais en tant que public, je veux pas dire que j'ai phagocyté, j'ai pas mangé mon DVD pour m'en nourrir tel le chacal, mais presque. Mais par contre, une fois, il m'est arrivé un truc, justement, ça m'y fait penser ta question. J'ai vu Les Visiteurs du Soir, le vieux film, quand j'étais enfant. Et je l'ai revu, j'avais une trentaine d'années. Et je me suis rendu compte que ça ressemblait quand même, que Chien du Haut me ressemblait quand même beaucoup à ça, dans cette espèce de faux médiéval fantasmé, mais qui tient quand même debout. Une sorte d'évocation historique, mais qui tient complètement la route. Et puis le langage était super beau. Et je me suis dit, ouais, ça a vraiment dû me marquer quand j'étais môme, et puis ça a fait son chemin dans ma tête après. Voilà, non, sinon mes sources d'inspiration pour les livres, c'est surtout des vraies anecdotes que j'essaye de mettre, parce que je travaille pas mal en JDR aussi, et il y a des anecdotes qui sont complètement fabuleuses, quoi. Par exemple, pour les pirates, un jour on a retrouvé un bateau vide, et voilà, un fameux bateau fantôme, on se demandait ce qui s'était passé. En plus, c'est les trucs de l'époque, donc les comptes rendus sont très châtiés. Et puis, oh mon Dieu, Dieu a voulu qu'il se passe quelque chose. Et en fait, non, à l'époque, il y avait un gros trafic d'animaux exotiques. Et ces espèces de crétins avaient pris 2 jaguars. Et les jaguars sont juste sortis des cages en pleine mer. Et du coup, voilà. Et du coup, après, ça s'est
Voilà, ils avaient un petit peu faim, ils étaient un petit peu colère, je pense. Mais enfin voilà, des trucs comme ça, tu les inventes tout seul, tu dis ouais non, je le mets pas dans un bouquin parce que ça tient pas debout, les gens vont pas croire. Alors qu'en fait, faut voilà. avoir tout le reste autour qui paraît pas crédible. Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, non, pour répondre à ta question, j'essaye d'éviter de prendre des univers imaginaires qui existent déjà. Voilà. D'accord. Alors justement, je vais parler d'autres inspirations qui sont pas qui peuvent être des univers mais qui ne le sont pas vraiment. Et ce que j'aimerais savoir, si justement tu t'en inspires aussi, ou c'est plus que a posteriori tu trouves que ça colle, notamment dans les introductions de chapitres. Je crois que c'est dans Mordre le bouclier, c'est dans Chien du Loup, Mordre le bouclier. Tu mets notamment beaucoup de paroles de musique, donc de soit des choses folk, si je dis pas de bêtises, que je les connais pas toutes. Tu cites aussi Hatebreed et Mastodon, donc là on est plutôt dans le métal, le rock, etc. Est-ce que pour le coup la musique, vu que c'est pas directement lié, on va dire, au médium écrit, est-ce que là pour le coup c'est quelque chose que tu vas écouter en même temps qu'écrire, ou est-ce que tu vas t'apercevoir que tu t'es inspiré plus tard, ou est-ce que juste ça colle, donc pourquoi pas quoi? Non, alors on en parle assez souvent avec des collègues. Je pense que je fais partie des 3 seuls auteurs français qui écrivent sans musique. Moi, c'est un truc que je déteste faire. Il me faut du silence. Et ben pour les musiques, alors ouais, ça s'est un petit peu calmé, mais à l'époque où j'ai publié et écrit Chien du Loup et Mordre le bouclier, j'en écoutais beaucoup. Après, je fais partie des gens infréquentables qui écoutent toujours les mêmes 7 chansons en boucle. D'accord. Donc même moi j'ai fini par me lasser. Okay. Mais ouais, je pense que c'est la formulation en fait, parce que aussi dans les paroles de chansons, c'est forcément condensé, c'est forcément une formule, et il y a des trucs que je trouve super puissants et super intenses, quoi, pour reprendre le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Voilà. D'accord. Mais oui, c'est plus comment dire, c'est pas à la base de ton écriture, quoi, c'est pas un élément fondamental. Non. Dans le même ordre d'idées, donc là qui va peut-être plus se rapprocher de la littérature, parce que j'ai lu du coup plusieurs interviews pour préparer notre entretien, et que je pose pas des questions trop bêtes. Et à plusieurs reprises tu parles du jeu vidéo, et t'es pas la seule autrice, il y en a de plus en plus qui en parlent, et c'est assez intéressant je trouve, et c'est une autre approche en fait de concevoir le scénario et la narration, donc est-ce que de ce point de vue-là, d'un point de vue formel, ça t'a influencé d'une quelconque manière? Et ensuite, d'un point de vue... Alors, je relis ma question parce que je crois qu'elle était bien, mais j'ai un doute. Oui, voilà, et mon autre question, c'était d'un manière plus globale. Tu es la battrice de Fallout, qui a probablement, j'imagine, inspiré un petit peu l'univers de Gueule de Trouille, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux vidéo qui t'ont tellement marqué que... ça a vraiment une influence sur tes univers? Je pense que ouais, il y a déjà Cocolint qui m'a énormément marqué quand j'étais môme. J'ai pas encore trouvé de livre où placer le marais où il faut aller avec Toutou pour entrer dans le donjon, mais un jour je sais que j'arriverai à le placer. Est-ce que tu as conscience que je ne sais absolument pas de quoi tu parles? C'est un vieux Zelda sur la Game Boy. Ah d'accord, ouais, non, je suis pas du tout au fait de Nintendo et tout, donc ouais. Je suis désolé. Non, puis ça commence à dater comme jeu. Okay. Ouais, Fallout énormément. Il y a aussi la série des Myst qui m'avait beaucoup marqué. Ça va, je situe, c'est bon. Et ça ne m'a pas aidé sur le côté contemplatif de mon écriture. Je comprends. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mais c'est bien. Alors, mais voilà. Tu as vu qu'ils ont été remasterisés il y a pas longtemps. Ouais. Je sais pas si... Oui, mais j'essaye... Et The Witness est un très bon espèce de remix, en fait, que j'ai... Voilà. Très chouette. The Witness, c'est bien. Mais du coup, c'est intéressant que tu as cité des jeux quand même qui sont dans des styles très différents, que ce soit d'un point de vue visuel ou même d'un point de vue gameplay. Donc, ouais, tu fais vraiment partie de ces auteurs qui ont cette culture du jeu vidéo sans forcément être des gamers qui jouent 60 heures par semaine. T'as quand même une vision assez approfondie de ce que ça peut représenter, donc je trouve ça assez intéressant. Oui.
Mais c'est gentil, oui, je suis un horrible geek de la plus belle eau. Est-ce que t'as encore le temps de jouer? Non, malheureusement. J'ai trouvé le temps pour... Si, j'ai fait 3 jeux ces dernières années. J'ai fait The Last of Us, évidemment, j'ai pleuré à cause des girafes. J'ai fait Horizon Zero Dawn, que j'ai trouvé génial aussi, et qui, justement, pour une fois, je me suis vraiment accrochée au scénario. Ouais. Et tout récemment, Disco Elysium, qui est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ever. Et j'ai pleuré aussi. Voilà. Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai fait aucun de ces jeux, mais je suis une émission qui s'appelle Fin du Game, qui parle du coup de jeux vidéo. Du coup, je conseille aux auditeurs, hein, et ils ont parlé de ces jeux-là, et ça m'étonne pas trop que t'aies apprécié finalement, parce qu'effectivement, il y a un discours. Déjà, il y a un discours dans ces jeux-là qui va au-delà du jeu lui-même, ce qui est pas grave, hein. Je veux dire, un jeu d'arcade, c'est très bien pour des temps un jeu d'arcade, hein. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a un travail sur la narration qui est assez important. Et genre, je dirais pas qu'on est arrivé au même niveau qu'en littérature dans le scénario de jeux vidéo, mais on est quand même arrivé à un niveau d'écriture suffisant pour que tu joues juste pour ça, en fait. Et je trouve que c'est pas mal. Et justement, est-ce que ce serait un exercice qui te plairait, le scénario de jeux vidéo? Ouais, complètement. Et puis surtout, là, je fais des projets pour des espèces de, de récits en arbre, c'est-à-dire où on a des choix qui nous guident sur un arc narratif particulier. Et justement, le jeu vidéo à dialogue, c'est assez fascinant d'un point de vue technique, parce que, encore une fois, c'est un nouvel outil. Donc oui, moi je suis tout à fait. Ouais, j'aimerais bien bosser dans le jeu vidéo, ça serait cool. Ouais, surtout que a priori ça a l'air d'être un peu plus à la mode que le livre, mais bon, ça revient apparemment avec le confinement, donc ouais, le confinement il a fait un peu de bien aux jeux vidéo, aux jeux de rôle aussi beaucoup, aux jeux de plateau, j'ai l'impression. Ce qui est paradoxal, parce que l'intérêt du jeu de rôle et du jeu de plateau, c'est quand même d'être ensemble dans la même pièce. Donc Ouais. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai fait un peu de jeu de rôle à distance, je suis pas trop amateur, mais c'est quand même bien de pouvoir le faire. Enfin, ça permet quand on devient adulte et qu'on n'a plus le temps de se voir pendant 8 heures de suite, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est ça. Pour le coup, est-ce que le jeu de rôle aussi, c'est un médium que tu pratiques, est-ce que t'as aussi travaillé pour le jeu vidéo, ou est-ce que ça te plairait pour le jeu de rôle, pardon, est-ce que ça te plairait pour travailler pour le jeu de rôle, ou c'est un univers qui est encore à côté, que tu connais moins Alors moi je suis rôliste depuis laisse-moi faire un calcul rapide, depuis 23 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, je pratique toujours. Alors, c'est toujours la même chose quand on est grand et quand on est fatigué. Il faut trouver le temps, il faut trouver les potes qui ont le temps. C'est un peu complexe, mais sinon ouais, je bosse beaucoup en JDR depuis 4 ans, en traduction, en créa, etc. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est une écriture qui est complètement différente du roman. Et moi, ce qui me plaît, c'est que c'est c'est vraiment mettre l'écriture au service de la personne qui va lire. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. En tant que maître du jeu, quand t'écris ton scénario, il faut qu'il soit lisible par soi-même, mais effectivement, si on veut le publier ou que quelqu'un d'autre s'en empare, il faut être à la fois très précis et laisser de l'espace en fait pour que la personne puisse s'en emparer et mettre sa personnalité dans le jeu, hein, parce que c'est l'intérêt. Si on joue tous avec le même scénario, on fait exactement la même chose, ça n'a aucun intérêt. Exactement. D'accord, je ne savais pas que tu travaillais. Enfin, si, je savais que tu travaillais dans l'univers du jeu de plateau et du jeu de rôle, mais je savais pas exactement dans quelle circonférence, donc je vois un peu plus. Ouais. Et tu t'as travaillé sur quoi, sur quel jeu par exemple? Sur Vermine, sur 7ème mer. D'accord. Et j'ai traduit toute la fin de la série des Anneaux Uniques chez Edge. Ok. Et puis voilà, pas mal d'autres trucs. Et c'est chouette. C'est vraiment bien. Puis ça diversifie le rapport qu'on a à sa propre écriture aussi. Voilà, je sais que j'ai des collègues romanciers qui
qui considèrent que c'est un petit peu sale parce que finalement t'amènes pas ton univers, on te présente un univers qui est déjà posé. Des fois il y a des lignes directrices pour le scénar, il y a un truc dont on a besoin et puis on te demande de l'intégrer. Et moi c'est vraiment un truc que j'adore faire, on me donne plein de petites plaques et puis je dois faire une mosaïque et c'est vraiment un truc que j'adore. Voilà, donc j'en profite et c'est très très bien. C'est un peu de l'écriture à contrainte en fait, comme il y a par exemple en musique, il y a aussi cette idée-là parfois, et ça permet justement même de faire des œuvres qui sont très originales puisque la contrainte oblige à la créativité. Donc exactement. Je vois un peu ce que tu veux dire, ouais, ce côté où t'as quand même un axe ou ne serait-ce que prendre un univers et devoir créer un scénario sur cet univers, il faut pas le négliger, mais il faut pas non plus se laisser manger. Donc oui. C'est intéressant, ouais, comme travail. Et justement, c'est toi qui a voulu travailler dans ce milieu-là, ou c'est quelqu'un chez Edge qui t'a approché et du coup ça s'est fait parce que t'avais quand même ce background qui te permettait de rentrer un peu dans les cases. Mon premier pas professionnel en JDR, ça a été grâce à Sandy Julien, qui m'a dit tiens, est-ce que tu voudrais relire une traduction sur l'anneau unique, parce que je sais que t'aimes beaucoup Tolkien. Ce en quoi il se trompait, parce que c'est pas que j'aime bien Tolkien, c'est que je vis Tolkien. Et bref, mais ouais, et puis il a aimé mon boulot, puis après il m'a confié d'autres trucs, et puis voilà quoi, quand on rend du bon boulot, évidemment les gens parlent de vous autour, et puis après on a des propositions, et c'est cool. Cela est bon. Tu parlais de la traduction, justement nous on a chroniqué un des ouvrages que t'as traduit, qui est le premier tome du Magicien Noir, du cycle du Magicien Noir, Trudy Canavan, un truc comme ça. Bon, elle peut pas aller par 4 chemins, ça nous a pas trop plu, toute proportion gardée, parce que on n'est pas le public visé par le bouquin, et qui était quand même plutôt bon, et justement moi j'étais un peu intrigué parce que forcément je retrouvais pas ta patte, étant donné que c'est pas toi qui as écrit le texte, mais justement, comment est-ce que tu travailles avec des auteurs, enfin plutôt sur le texte d'auteurs qui sont très éloignés au moins, on va dire, de ce que toi tu produis, et est-ce que t'as un contact avec eux qui te permet de comprendre un peu dans quel état d'esprit il faut aller, etc. Ou c'est vraiment l'éditeur qui dit faut que ce soit traduit comme ça, point barre, et t'essayes de coller à peu près au texte, quoi. Alors, en fait, ça dépend. Il y a deux écoles d'éditeurs. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Si ça se trouve, je me trompe. Il y a les éditeurs qui veulent qu'on colle absolument au texte VO, quitte à rendre un texte français qui est pas forcément parfait. Et ceux qui disent, attends, enfin, t'es auteur, t'es traductrice. Si tu peux arranger des trucs tout en restant dans l'esprit de vivre, évidemment, on va pas changer un perso. Mais voilà, ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un bouquin français qui est élégant. Donc on te laisse les clés et tu peux rajouter du style si tu vois que tu peux en mettre. Je préfère travailler avec les deuxièmes. Mais moi non, le changement de style ça me dérange pas, parce que par exemple quand on travaille en équipe sur un JDR, etc., qui doit garder un style sur le même style sur tous les intervenants. Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup changer de style, j'aime beaucoup le travail avec de la contrainte comme tu disais. Mais voilà, après je veux pas dire du mal du livre de Trudy Canavan, parce qu'il y a forcément des gens qui l'ont apprécié parce que j'ai été payé pour. Mais c'est pas une question de style, c'était pas le style qui était désagréable à traduire, quoi. D'accord, on s'est pas trop trompé, c'est bon. Ouais. Oui, c'était. Je suis pas le public non plus, on va dire. Ouais. Il y a quand même. On était 3 pour le chroniquer, et du coup la chroniqueuse qui était avec nous a eu le courage d'aller finir le cycle, et apparemment ça s'améliore au fur et à mesure. Donc pourquoi pas, hein, c'est. Ouais, non, mais je pense que ça peut être un très bon bouquin quand on est très jeune et qu'on n'a pas de background en fantasy, etc. C'était notre conclusion, concrètement. Ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est pas archi mauvais, mais c'est pas.
si on peut commencer par, je sais pas, moi je parlais d'Ursula Le Guin que j'avais lu très tôt, parce que mon père était un fan de fantasy, enfin il est toujours d'ailleurs un fan de fantasy et de science-fiction, donc il nous a permis de lire des trucs comme ça assez tôt, parce que finalement, même assez jeune, ça se lit bien. C'est vrai que quand t'as ça derrière dans les mains... Ouais. Ne serait-ce que Harry Potter... Déjà, oui. Ne serait-ce que ça, enfin, je veux dire, autant lire ça. C'est quand même un autre niveau d'emblée. Mais carrément. Bon. Oui. Non, moi j'ai commencé à lire de la fantasy. Mon père en avait beaucoup, mais c'était pas du tout adapté pour les mômes. Je crois que j'ai dû lire tout Lovecraft avant mes 10 ans. J'ai lu tous les histoires de l'énorme collection SF. Ouais. Il y avait aussi les Hitchcock présentes, donc avec des histoires de meurtres, avec des côtelettes, des trucs complètement surréalistes. Mais tout Maupassant aussi. Mes parents étaient totalement irresponsables, mais bon, ça voilà. Moi j'ai commencé la science-fiction avec les Humanoïdes Associés, les BD de mon père, où tu vois de la violence ou du sexe à peu près toutes les 2 pages. Je devais avoir 4-5 ans, ce que je savais pas lire, donc au final... Et j'ai pas trop mal tourné, enfin je pense pas avoir de biais un peu bizarre, voilà, je suis plutôt sain d'esprit je pense, mais bon, je peux pas en juger. mais ouais, et tu sais quoi, je pense que plus tu lis Lovecraft tôt, et plus c'est facile de le lire. Ouais. Parce que moi c'est un truc que j'ai lu très tard, et je supporte pas Lovecraft, ça m'ennuie profondément comme lecture. J'y trouve rien de... Je ne trouve pas de frisson ou de plaisir particulier à Lovecraft, alors que c'est quand même... ça reste un pilier, enfin je veux dire, historiquement je sais un peu comment ça se passe et tout, mais c'est pas un auteur qui me parle. Et je pense que plus jeune ça m'aurait parlé beaucoup plus. Ouais, disons que Lovecraft, il y a 4 histoires différentes qui sont toujours réécrites. Mais ouais, quand t'as 7 ou 8 ans, c'est délicieux parce qu'en plus t'as super peur après. Tu sais, t'éteins pas la lumière, tu dis oh mon dieu, il faut que j'aille faire pipi. Non, le couloir est sombre. Je vais me faire attaquer par un monstre. Et tu passes une nuit pourrie, mais qui est pleine de trucs, je sais pas, qui donnent des frissons quand même. Donc ouais, très très bon souvenir Lovecraft. Alors moi je vais repartir sur un autre type d'influence dont t'as parlé un petit peu plus tôt, qui sont un peu plus que des influences, même ça fait partie du coup de ton organisation de travail, d'après ce que j'ai compris, puisque tu cites assez souvent des sources universitaires ou scientifiques. Là t'en parlais justement pour ce que tu es en train d'écrire sur les pirates et le vaudou. Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours fait, ou est-ce que c'est venu justement au fur et à mesure, tu t'es dit à un moment, ce serait peut-être bien que je me renseigne quand même sur les périodes sur lesquelles j'écris, puisque c'est quand même une de tes particularités, c'est que tu es catalogué auteur dans l'imaginaire, ce qui est pas un problème en soi, mais c'est quand même, on va dire, restrictif d'une certaine manière, alors que finalement il y a très peu d'aspects magiques de science-fiction ou même de fantastique de manière très large. Donc est-ce que ça vient, on va dire, de tes recherches, tu te dis comme je l'ancre dans un univers assez réel, il faut pas que je dépasse les bornes, ou est-ce que finalement c'est juste naturel pour toi d'aller te renseigner, puisque sinon t'arrives pas à écrire, est-ce que tu sais pas trop par quelle boule prendre? C'est plus vicieux que ça, c'est-à-dire que même avant d'écrire, parce que quand j'étais enfant, donc après mon poème chez Astrapi et des essais désespérants de poèmes en alexandrin, parce que j'aimais beaucoup Victor Hugo, j'ai pas écrit pendant longtemps, mais non, j'aime vraiment ça à la base en fait, lire des bouquins très très chiants sur genre le classement des épées vikings, avec les lettres et les numéros, et je regarde mon bouquin comme ça avec amour. Non, quand j'étais au collège, en fait, je séchais les cours pour aller lire les vieux livres de Régis Boyer qui n'avaient pas été empruntés depuis 77. Et c'est plutôt ça que j'ai intégré à mon écriture. D'accord. La vraie écriture, l'écriture sérieuse, on va dire, est rentrée après l'amour pour les vieux traités d'archéologie poussiéreux. Ah mais je trouve ça assez intéressant parce que moi il y a des auteurs qui le font et qui en parlent, mais j'ai pas l'impression que ce soit si courant que ça, alors que ne serait-ce que dans la fantasy, il y a toujours ce Moyen-Âge fantasmé justement, hein, ne serait-ce que chez Tolkien, mais Tolkien on sait très bien qu'il avait c'est un universitaire qui connaissait a priori la poésie en vieil anglais, etc. D'ailleurs, quand on s'y intéresse un petit peu, c'est évident quand on lit du Tolkien, l'inspiration, elle est, enfin, c'est plus que de l'inspiration en fait, c'est une sorte
retranscription moderne un petit peu de ces textes. Et je dirais que chez toi, on le sent pas forcément d'emblée, c'est un peu plus... En fait, j'ai vraiment l'impression que ça structure ton écriture, et on s'en rend compte à la fin en se disant « Ah tiens, en fait, c'est vrai que je me sentais vraiment au Moyen-Âge, ou même dans la légende arthurienne, par exemple, dans le cas de Mordred, où au final, tu enlèves les éléments qui pourraient être un peu plus fantastiques, comme Merlin, par exemple. Est-ce que c'était à dessein que tu l'as enlevé ? Dans cet ordre d'idées ou pas du tout ? Merlin, je l'ai enlevé parce que... Alors, pour 2 raisons. Parce que je pensais qu'il était assez intéressant pour faire un livre sur lui, où il serait beaucoup plus présent. Et il méritait beaucoup mieux, il était beaucoup trop riche pour être traité en PNJ ultra secondaire. Et aussi parce que, quand j'ai lu La matière de Bretagne, le premier poème, à moins que je me trompe, le premier poème ou texte, en fait, où il y a sa trace, il se transforme en petit cochon. Et je me suis dit, un truc pareil, faut pas laisser perdre. Mais comment intégrer un petit cochon qui s'appelle Merlin dans Mordred ? Voilà, ça casserait un petit peu l'ambiance. Comme j'ai dit assez souvent quand je chronique un de tes ouvrages, c'est qu'on a une impression d'impalpable, et à la fois de très... alors je dirais pas terre à terre, mais d'assez charnel, en fait, on ressent de la texture. Et ça crée justement des oppositions. Et en général, dans un texte, on se souvient de ces oppositions. Et donc on se souvient assez souvent du goût de tes univers. En tout cas, dans les interviews que je lis, c'est quelque chose qui revient souvent. Et moi, je m'étais posé une question, parce que très souvent, quand je lis un livre, ce que je vais retenir, c'est l'atmosphère et l'ambiance que je considère comme étant un personnage à part entière. Donc est-ce que tu considères ton univers comme un personnage, et du coup tu lui donnes des caractéristiques et t'essayes de t'y tenir, et il a sa personnalité, donc il va forcément pas être tout à fait comme tu l'avais imaginé, ou est-ce que c'est quand même ou c'est plus flou en fait, l'ambiance retranscrite et la résultante de tout le reste? Ouais, moi je pense que l'univers, en tout cas la façon dont je travaille moi, c'est que l'univers ça donne une couleur, et je pense que quand on veut faire de l'historique ou de l'évocation historique, en tout cas on peut se poser la question, mais c'est important de comprendre comment pouvaient penser et ressentir les gens de cette époque. Il y a des très bons bouquins médiévaux qui ont été écrits, mais en fait les gens ont une façon de penser extrêmement moderne. Enfin, un exemple qui est très très con, mais auquel j'avais pensé à l'époque pour mordre le bouclier, c'est que quand on est tout nu avec son amoureux, c'est la nuit et c'est à la maison. Et quand on vit dans une petite baraque avec 2 pièces, en fait c'est plutôt en journée et dans la forêt. Enfin voilà. C'est des trucs tout cons, mais si tu veux faire une scène de sexe dans un livre médiéval, du coup c'est plus... c'est des codes qu'il faut changer, c'est pas forcément grand chose, et une fois que toi tu les as compris et tu les as intégrés, tes scènes te viennent naturellement, et du coup le lecteur comprend la logique sans qu'on leur dise « Ah, il n'avait qu'une petite maison de 2 pièces et 17 enfants et demi ». Et ouais, je m'attaque pas à un bouquin tant que j'ai pas compris l'univers dont je veux parler. Par exemple, je trouve que l'Égypte ancienne, c'est un truc qui est top. J'arrive pas à comprendre le lien entre l'Égypte ancienne et moi qui me permettrait d'écrire un truc honnête, en tout cas. Dans tes romans, tu as un des personnages principaux, hein, comme beaucoup d'auteurs, c'est quand même la majorité des romans qui sont construits autour de personnages principaux, un ou plusieurs. Mais ce que je trouve intéressant avec tes personnages, c'est que donc je parle vraiment de personnages principaux et pas de héros. Et pas non plus d'anti-héros. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à être sur le fil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ce sont des héros tels qu'on pourrait les décrire dans un cours de français de 4e par exemple. Mais parfois ce sont aussi des personnages qu'on pourrait haïr ou qu'on ne comprend pas vraiment parce qu'ils ont leur motivation propre et on peut pas comprendre tout le monde, donc ça demande du moins une réflexion plus profonde. Et je me demandais si c'était intentionnel ou c'est forcément le personnage s'impose un peu de lui-même, il va évoluer au fil des pages et on peut pas tout contrôler, mais on peut quand même le restreindre un petit peu à ce qu'on essaye de faire. Donc
dans ton cas, est-ce que c'est un travail conscient d'avoir des personnages qui du coup sont assez réels, puisque nous aussi parfois on est des héros et parfois on l'est pas, ou est-ce que c'est plus comme tu es dans des univers et que tu présentes des sujets qui peuvent avoir alors ambiguïté peut-être pas, mais quand même ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette idée de quelque chose d'impalpable mais en même temps de très terre à terre. Est-ce que c'est cette dichotomie qui va jusqu'au personnage ou pas? Comment dire? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, c'est que je me rends compte de plus en plus que quand on a une idée relativement précise du synopsis de son bouquin, ou en tout cas des étapes que vont traverser les personnages, les scènes qui vont se présenter, etc., l'écriture se présente plus comme une sorte de toboggan où ça va glisser sans heurts. Après, on a toujours des surprises, hein. Mais et je pense que les persos, par contre, ils viennent vraiment tout seuls. Je me suis jamais mis devant une page blanche en disant alors je veux qu'il soit comme ça et comme ça. Ouais, non, c'est vraiment eux qui viennent. Et j'aime bien que ce soit comme ça. Et puis des fois ils ont des réactions dans le bouquin qu'on n'avait pas prévues ou qui surprennent. Là, sur le bouquin sur lequel je travaille actuellement, là, les pirates et le vaudou, il y a un mec qui s'appelle Boone, et je voulais juste en faire une espèce de demi-barde, demi-voleur, et en fait, c'est une petite saloperie, quoi. Et j'arrive pas à le calmer, j'arrive pas à le canaliser, et il est super antipathique, et en même temps, il est ultra charmant. Et je sais pas où me placer par rapport à ce perso, parce qu'il fait sa vie et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il fait. Mais voilà, quoi, enfin, il a sa logique propre et puis il interagit avec le reste. Justement, est-ce que ça t'aide à pouvoir parler de choses que toi en tant que personne tu serais pas capable d'exprimer, à ce moment-là d'avoir des personnages qui ont leur vie propre finalement? Est-ce que ça te permet justement d'enlever une barrière que sinon tu ne pourrais pas franchir? Alors, comme ça, au débeauté, je te répondrais que non, parce que, par exemple, toujours dans ce même bouquin, à un moment, il y a un des personnages qui ment, pas grand-chose, et je pense, en tout cas, j'essaye toujours de faire des personnages moraux, ou alors c'est des saloperies et c'est vraiment décrit comme des saloperies, quoi. Mais je sais pas, je pense que les bouquins, ou en tout cas ceux que j'essaye de faire sont là pour aider à grandir. Alors c'est très prétentieux à dire comme ça, mais si quelqu'un cherche à, je sais pas, à réfléchir sur des thèmes et qu'il y a ces thèmes-là dans mes bouquins, j'espère qu'on en sort avec quelque chose en plus, une petite brique, quoi, ajoutée à son propre mur. Et du coup, non, les personnages méchants, manipulateurs, etc., c'est vraiment pas mon truc. Après, il y a quand même Gueule de Truie, qui était particulièrement carabiné. Mais ouais, lui, je sais pas, j'ai pas d'explication, il est vraiment venu tout seul. Et ouais, mais ce bouquin-là, il est à part. Il est à part. Je pense que vraiment là, j'ai été dans un extrême où j'irai plus. Ah, c'est assez intéressant que tu dis ça, parce que donc du coup des 4-5 romans que j'ai lus, c'est celui que j'ai le moins aimé et qui m'a le moins parlé. Et c'est peut-être justement ce que t'allais dans une direction qui pour le coup qui parlera à d'autres personnes, par exemple, et c'est vrai que je sentais que c'était pas du tout le même t'avais pas pris le même chemin en fait pour écrire, même si à chaque fois je suppose que c'est un peu différent, mais là c'était vraiment très éloigné de ce que j'attendais déjà, mais bon, c'est bien aussi d'être surpris parfois, enfin c'est intéressant que toi tu l'analyses comme ça aussi, ça veut dire que c'est assez clair en fait. Ouais. Ah, mais c'est un bouquin qui est très très bizarre, hein. En général, soit on adore, soit on déteste. J'ai jamais entendu je sais pas, j'ai trouvé ça bof.
Soit les gens disent que c'est le plus mauvais bouquin qu'ils ont lu, soit que c'est une œuvre d'art, etc. Et je sais pas, je ne suis pas responsable de ce livre-là. Alors je dirais pas que c'est le plus mauvais livre que j'ai lu, mais c'est celui que j'ai le moins aimé que tu as écrit en tout cas. Voilà, je suis pondéré en général. Je vois ça. J'essaye de mentir, mais les auditeurs me connaissent, donc. Pour rester un peu sur les personnages, j'aimerais bien qu'on revienne sur le personnage de Chien, parce qu'il m'a beaucoup marqué, puisque tu t'es inspiré de l'image du berserker, le berserker. Mais en même temps, elle correspond pas du tout à l'image du berserker classique, enfin en tout cas qu'on retrouve dans les textes islandais du XIIIe siècle. Hein, on va faire un truc assez simple, sinon on pourrait rentrer dans des détails très très longs. Est-ce que tu as eu d'autres inspirations ? Si oui, lesquelles, hein, c'est la question subsidiaire. Et ensuite, est-ce que pareil, est-ce que ça s'est imposé, cette idée d'avoir un personnage qui est inspiré d'un archétype, parce que dans les textes islandais, c'est clairement un archétype de personnage, et d'essayer d'en faire autre chose, de lui donner une vie, une vraie vie en fait, un peu de corps. Je suis plusieurs jeunes auteurs. Donc c'est un travail qui est super intéressant parce que ça force à mettre des mots sur ce qu'on fait, comme je disais au début là pour la boîte à outils et tout ça. Et je pense que les premiers textes qu'on fait, qu'ils soient publiés ou pas, hein, c'est une autre question. On a tendance à beaucoup parler de soi. Donc je pense que Chien, elle a exprimé pas mal de trucs qui étaient vivaces chez moi. Je veux dire que après, pour moi, écrire c'est un petit peu comme vider un trop plein. Et une fois qu'on atteint un point d'équilibre, on peut commencer à prendre du recul sur ce qu'on écrit et parler de choses qui nous sont peut-être plus éloignées, etc. Mais ouais, cette espèce, quelqu'un qui était très en colère, qui avait vécu beaucoup d'injustices, qui était dans la défense aussi, et puis voilà, c'est des thèmes qui me parlaient. Et puis les premiers bouquins, ils sont souvent surprenants parce que quand on les écrit, on est persuadé d'écrire sur un thème. Moi, je pensais parler des mercenaires au Moyen-Âge. Et puis au bout d'un moment, quand on les relit à froid, on se dit mais en fait ça parlait pas du tout de ça. c'est pas du tout. C'est vrai que là comme ça je retrouve pas forcément le thème à la base. Je me suis fait bolosser par mon propre manuscrit. Mais ouais non, c'est elle qui est venue et puis ouais, c'était des thèmes qui m'étaient précieux à l'époque parce que c'était des choses qui étaient douloureuses. Voilà. Et puis après, comme ça allait beaucoup mieux, j'ai écrit Gueule de Truie. Non, c'est pas vrai. J'avais une dernière question parce qu'on arrive à la fin du tour à partie. Donc on restait dans les personnages. Et alors j'avais mis en question, je crois, juste pourquoi Mordred. Oui. Tout à fait. Et c'est une vraie question en fait. Comment est-ce que t'en es venu à venir sur ce personnage et pourquoi tu l'as décrit de telle manière. Donc pour ceux qui auraient pas écouté ma chronique ou qui ne sauraient pas qui est Mordred, c'est pour faire simple, c'est l'assassin du roi Arthur. Donc comment t'en es venu à ça ? Pourquoi Mordred ? Alors déjà moi j'ai beaucoup vécu en Bretagne et j'y vis à nouveau et c'est quelque chose de très important pour moi. Le centre de l'imaginaire arthurien, c'est quelque chose c'est un lieu qui m'a beaucoup nourri. En tout cas, il faisait à l'époque énormément de spectacles, de choses de vraiment grande qualité sur l'évocation arthurienne, féerique, etc. Et j'avais envie de rendre quelque chose au travail qui peut encore être fait aujourd'hui sur la légende arthurienne et tout. J'avais aussi envie de montrer que dans les livres, etc. et surtout en fantasy, parce qu'en fantasy il y a toujours des grands méchants, mais ils le sont par nature, et en fait le grand méchant nécromant, etc. il y a un moment où il a été enfant, et s'il était comme ça avec ses camarades de classe, à un moment ses camarades de classe ils le défoncent quoi. Et en fait il y a jamais le passé du grand méchant. Il y a jamais sa mère qui lui dit mais écoute, je vais t'envoyer voir un psy, c'est pas possible d'être aussi cruel quoi. Et du coup, ouais, je voulais raconter une histoire sur qu'est-ce que c'est en vrai qu'un méchant dans une histoire. Je veux pas du tout justifier les méchants dans la vraie vie,
Mais dans une histoire, est-ce que les choses sont aussi claires? Et ce que je voulais faire aussi, c'était quand on connaît la fin et quand on sait à quoi elle va ressembler, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est lecteur ou lectrice à aller vers cette fin. Et je voulais que ce soit un bouquin où on se dise non, elle va avoir changé la fin. Non, c'est pas possible. Non, mais en fait, ça va pas finir comme ça. Mais si, j'en suis sûre. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce bouquin. Bah, la fin est d'autant plus poignante que on sait, comme tu as dit, comment ça va finir, et on se dit, c'est pas possible en fait, vu la relation des personnages, ça n'a pas de sens. Et la scène où ça se passe, il y a un déplacement de fait. J'en dis pas trop pour pas gâcher le plaisir de la lecture. Et en fait, au fur et à mesure que les choses avancent, qu'on voit défiler les choses, on se dit non mais il y a un moment ça va s'arrêter forcément, parce que voilà, il peut s'arrêter, s'immobiliser ou quelque chose. Et en fait non, et on suit le mouvement et du coup on connaît la fin, mais on est quand même happé par la fin. Je dirais pas surpris parce que ce sera un peu fort, mais il y a vraiment on est happé et il y a ce goût de doux amer qui arrive et enfin, ça tombe bien parce que là on va conclure là-dessus, c'est que je trouve que ça définit justement bien ton écriture et ce que tu nous as expliqué jusque là, c'est il y a vraiment ce côté doux amer en fait qui permet d'avoir des univers très marqués mais avec quand même une certaine subtilité, enfin même complètement une subtilité, des personnages aussi qui sont loin des archétypes et qui ont une certaine profondeur, parce qu'il y a toujours ce truc doux amer. On parle de sentiments mais on est pudique, il y a de la violence mais il y a aussi des choses très belles et très lumineuses. Voilà, donc je trouve que les réponses à mes questions rejoignent un peu ce truc-là, donc je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, c'est un truc qu'on me dit souvent, le mélange très bourbeux et en même temps poétique, etc. Et juste avant l'émission, tu me disais que ce que je faisais, c'était finalement très romantique, et je suis d'accord. Il y a un courant de peinture que j'aime beaucoup, c'est le maniérisme anglais, où c'est toujours des chevaliers armés pour la guerre et des grandes fées rousses avec des cheveux jusqu'aux pieds. Et c'est pareil, il y a cette espèce de mélange de choses voilà, sur lesquelles on n'est pas forcément obligé de poser des mots clairs. Il y a plein de non-dits et en fait le vrai romantisme, enfin par définition, c'est des choses qui sont très très morbides mais qui sont très belles aussi. Voilà, c'est pas s'offrir des fleurs pour la Saint-Valentin. Je suis quelqu'un de très gai. Quand on vit avec moi, on se marre tous les jours. Alors je vous rassure, je la vois, elle a l'air de bien aller. Je connais pas ta vie en détail, mais je m'inquiète pas. Moi non plus. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis et merci d'avoir pris le temps de me le dire. Bah écoute, moi je suis très content d'avoir pu te le dire parce que je pensais pas que ça arriverait un jour. Et est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire avant qu'on termine? Ben merci de ces questions, merci du temps, merci aussi aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté, s'ils ont écouté, sans vomir allongé de dégoût, mais à cause des réponses de mes réponses, mais non, merci beaucoup, c'était très agréable, c'était très pertinent, c'était très chouette. Merci. Merci d'être venu et puis de nous avoir contacté, puisque c'est toi du coup qui est venu vers nous. Alors j'avais essayé d'envoyer à l'époque je crois que c'était un mail à Mnemos, mais je pense que t'étais peut-être pas je crois que tu publies rien chez eux à ce moment-là, quelque chose comme ça, ils m'ont jamais répondu. Et du coup je me suis dit on verra plus tard, on est un tout petit podcast, etc. Et du coup quand Ethno m'a transféré ton message, je me suis dit, c'est pas possible. Je rêve. Donc... En fait, je ne suis pas juste une grès. Je suis un crocodile en robe. Alors là aussi, je la vois, c'est faux. Désolé. Ouais. Voilà. Non mais ouais, c'était très cool. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler. Je sais pas encore sur quel sujet, etc. Mais je te souhaite une bonne continuation, mais a priori t'es plutôt sur une bonne lancée. Donc, merci, tout pareil. Tout pareil. Merci beaucoup.
pour nos auditeurs, on se retrouve normalement dans 2 semaines. Il y a eu un petit décalage pour cause de maladie, mais les choses vont reprendre leur cours normalement. Et comme d'habitude, lisez bien, lisez de qualité.